Bonjour, rebonjour, bonsoir, rebonsoir, bienvenue à nouveau dans le Rendez-vous du Futur. Un Rendez-vous du Futur exceptionnel puisqu'il tient dans cet écrin assez fabuleux qui est l'Espace Saint-Sauveur à Issy-les-Moulineaux et dans cet écrin assez fabuleux aussi qui est le Prix Cube. Nous avons pris prétexte du Prix Cube 2016 pour faire héberger notre premier festival des Rendez-vous du Futur. Donc cette émission a lieu dans ce cadre-là, je tiens à vous prévenir. C'est une émission un petit peu différente également dans son format, puisque nous ne passerons pas une heure entière avec une personnalité, mais vous aurez deux personnalités, mais dans un dialogue du coup un petit peu plus, peut-être un petit peu plus speed, mais on va prendre le temps, on va garder les valeurs des Rendez-vous du Futur, empathie, bienveillance, écoute, respect de l'autre, etc., évidemment. Cette émission est préparée par les équipes du Cube, de Triple C et de la JD Carré. Je remercie les partenaires médias de ce festival des Rendez-vous du Futur, Socialterre et Oui Demain. Merci également au Digital Society Forum d'Orange. Et merci à vous tous qui êtes nombreux derrière votre écran. Vous êtes plus de 2000 en moyenne pour chaque émission. Ça va parfois chercher beaucoup plus loin pour certaines. Merci à tous, merci de votre fidélité. Et puis, si vous nous regardez et que nous ne sommes pas le 14 avril 2016, c'est que vous nous regardez sur le replay. Alors, vive l'événement augmenté, vive les Rendez-vous du Futur. Je suis accompagné à ma gauche de Nils Aziosmanov, président du Cube, vous le connaissez, et Nicolas Opnaud, vous le connaissez aussi. Nicolas Opnaud qui travaille chez Triple C et qui est le passeur de vos commentaires, de vos réactions, le passeur de vos tweets également sur le hashtag RDVF, et le passeur également des points de vue, des dossiers, des ressources du Digital Society Forum. Nous sommes particulièrement bien entourés ce soir. Nous avons un plateau particulier, un plateau dans lequel quelque chose me dit que nous allons parler de solidarité, mais aussi de numérique. Véronique Fayet, bonsoir. Vous êtes présidente du... Je vous demandais juste de prendre le micro. Vous êtes présidente du Secours catholique Caritas France. Et Ismaël Lemoël, bonsoir. Bonsoir. Ismaël, nous vous connaissons. Vous étiez déjà venu dans le cadre de la Social Good Week, dont vous avez amorcé la fondation en France. La Social Good Week et Hello Asso également. Alors on va rentrer, comme nous avons finalement assez peu de temps, on va rentrer très rapidement dans le sujet, les sujets qui nous importent, qui nous intéressent. Véronique Fayet, évidemment en ce moment les temps sont particulièrement troubles, les voix doivent être de plus en plus fortes, on doit pouvoir entendre une voix forte, une voix ferme et une voix énergique. Quel regard portez-vous, quel regard avez-vous sur ces mouvements, et je parle évidemment de Nuit debout en ce moment, sur ces mouvements qui commencent à émerger un petit peu partout en France? Alors je crois que les gens sont très perturbés et très inquiets pour tout un tas de raisons. La pauvreté augmente, donc on se sent plus en insécurité. Le Secours catholique vient de faire une étude sur l'Île-de-France qui montre que la région la plus riche de France est aussi la plus inégalitaire, et que les écarts entre certaines villes et certains départements, par exemple la Seine-Saint-Denis et puis de l'autre côté les Yvelines ou les Hauts-de-Seine, sont absolument effrayants. En Seine-Saint-Denis, il y a 40% d'enfants pauvres. Voilà. Et donc c'est la dérive des continents, c'est plus la fracture sociale, ça devient abyssal. Et puis il y a cette question de la migration, qui fait très peur aussi, on le voit, il y a des réactions très dures, xénophobes, populistes. On ne connaît pas, mais on a peur. En plus, certains médias se régalent de parler de tsunami, voilà. Alors qu'en fait, je crois on y reviendra peut-être tout à l'heure, un peu relativiser les choses. Voilà. Donc justement, le monde est mouvant, bouge, le monde est ouvert à tous les vents. Les migrations sont mondiales, touchent tous les coins de la planète. Et donc je pense que, alors je ne sais pas si c'est l'origine du mouvement Nuit debout, mais voilà, il y a une envie de réagir, soit en manifestant, soit par l'engagement aussi. On le voit dans notre association. Il y a une augmentation en fait de l'engagement, et notamment de l'engagement des jeunes qui se disent il faut faire quelque chose, il faut réagir. Justement, pour rebondir sur Nuit debout, c'est une question que j'ai envie de poser à tous les deux. On va un petit peu... Oui, on va ouvrir. La question que je me posais, c'est est-ce que c'est pas Nuit debout, est-ce que c'est pas un petit peu l'incarnation de cette métamorphose d'un monde et d'un nouveau qui est en train d'arriver entre les deux? Et ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que vous n'avez pas le sentiment, en tout cas moi je l'ai un peu, que dans ce public qui est réuni pour une même cause, on pourrait dire, il y a à la fois un public qui vient quand même du monde 1.0,
et un public qui vient du monde 2.0 et que ça cohabite sur la même place, mais à les écouter, on a l'impression quand même d'avoir un peu, enfin moi c'est en tout cas le sentiment que j'ai, d'avoir un petit peu deux mondes quand même différents. Est-ce que, ou est-ce que pour vous, je vous pose la question autrement, vous avez le sentiment que c'est une communauté qui je dirais, est assez homogène, entre guillemets comment vous le sentez, ce public-là, quoi? Alors, moi j'ai une première réaction sur Nuit debout avant de répondre à la question, c'est que ce qui est extrêmement impressionnant dans le mouvement, c'est qu'il a 10 jours, tout le monde ici le connaît, et il s'inspire complètement de cette culture numérique, c'est-à-dire que c'est pas uniquement un mouvement situé autour de la place de la République, mais c'est déjà présent dans une trentaine de villes en France et même en Europe. Donc on voit bien que cette culture de la viralité et quelque part de l'open source, où chacun s'est réemployé et a pu relancer son propre mouvement dans une ville, est extrêmement impressionnant et porte pour le coup quelque chose d'extrêmement nouveau. En revanche, effectivement, sur ces bases-là, pour moi, c'est encore un petit peu tôt pour dire si justement ce mouvement porté par une culture numérique va réussir à dépasser cette culture et à aller chercher l'ensemble des publics de la société ou pas. Pour l'instant, je pense qu'on peut faire la critique. En fait, excuse-moi parce que j'ai peut-être pas été très clair dans ma question. L'idée, c'était pas de dire que c'était un public qui utilise le numérique, c'était pas ça. C'était de dire qu'il y avait d'un côté, il me semble, un public qui se projette déjà dans le monde de demain et qui est un monde de la coopération, qui est un monde où on rebat toutes les cartes, pour dire les choses autrement, et un monde qui, quelque part, ne perçoit peut-être pas encore bien ces transformations et qui donc est plutôt sur des modèles un peu conservatistes du type bah non, je vais garder mes acquis, c'est ça que je voulais dire en fait. Hein. Oui, c'était là où j'allais en arriver, c'est qu'en fait, je pense qu'on n'en est pas encore là, à mon sens en tout cas, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ça reste quand même un mouvement qui est difficile à catégoriser, mais qui en tout cas ne percole pas, par exemple, dans le milieu ouvrier. J'ai pas l'impression que ça soit vraiment passé dans le milieu paysan non plus, et du coup, je pense qu'on reste encore sur quelque chose d'assez CSP+. J'espère que ça va passer à autre chose dans les prochains jours. Véronique ? Oui, je ne crois pas que ça soit aussi diffusé chez les jeunes en grande précarité, hein, qui sont un peu loin de tout ça et qui restent dans l'enfermement. Mais le point commun, sans doute, c'est la fragilité, quoi. Des jeunes qui peut-être ont des conditions de vie correctes, qui peut-être sont déjà au lycée ou en perspective d'études supérieures, mais qui ont une conscience très profonde de leur fragilité et qui les pousse à manifester pour ne pas se laisser détruire par cette fragilité. Donc ça, je pense que c'est le point commun. Après, savoir quelles classes sociales sont représentées, c'est un petit peu tôt, je pense. Oui, des jeunes qui ne voient pas en fait leur avenir d'une certaine manière, parce qu'à côté de ça, on l'a vu sur la Social Good Week, il y a aussi toute une jeunesse qui aujourd'hui y est, quoi. Alors, certes, elle se sent peut-être aussi un petit peu confrontée à quelque chose de complexe, mais en même temps, elle y va. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est dedans, et c'est pas forcément, et on l'a encore vu avec l'exemple de Bénédicte Binalier sur un autre rendez-vous du futur, on le voit, c'est pas forcément dans les pays riches que les innovations, les idées arrivent. Hein, c'est pas une question... Sur la Social Good Week, là, on a vraiment un exemple de toute cette innovation sociale qui est en train d'arriver et qu'on ne retrouve pas forcément dans Nuit debout, c'est ça que je voulais dire. Bien sûr. Encore que, je pense qu'il y a quand même pas mal d'acteurs en commun, en réalité, qui sont sur cette place. Pour le coup, ça, c'est ce que je vois. Exactement, c'est Maillet. Je voudrais qu'on parle de la solidarité numérique. Vous avez co-signé une tribune dans Le Monde très récemment, il y a quelques jours. Finalement, naïvement, on peut penser que le numérique est là aussi pour lutter contre les clivages, est là pour renforcer la connaissance pour tous. Et en lisant cette tribune, on a juste l'impression que le numérique, c'est aussi l'envers du décor. Et l'envers du décor, c'est on renforce les clivages. Il y a des zones de plus en plus... on appelait ça des zones blanches à une époque. Donc là, c'est pour les territoires. Mais finalement, c'est des zones blanches dans les connaissances des gens, qui sont de plus en plus sinistrés. Ou des zones noires, peut-être. Des zones noires, voilà. Des zones noires pour le numérique. Effectivement, nous, on fait l'expérience que les gens sont de plus en plus perdus par rapport aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment parce qu'on leur demande tout de suite, sans les avoir préparés, d'être experts et de se débrouiller pour remplir les dossiers de la CAF, pour remplir tous les dossiers sociaux. Et donc, ils n'ont pas d'ordinateur chez eux, et même quand ils sont devant un ordinateur, ils ne savent pas s'en servir. Donc ça aggrave le sentiment de relégation, parce qu'en plus, il n'y a plus une personne physique qui est là pour il n'y a plus de guichetier.
voilà, De moins en moins. les encourager, leur dire qu'ils vont arriver à faire leur dossier, que le dossier est très compliqué, mais qu'on va y arriver. Donc là, ils sont vraiment très, très, très perdus. Et puis, effectivement, au niveau des enfants et de la vie familiale, maintenant, quand l'enfant rentre de l'école le soir et qu'il n'y a pas d'ordinateur à la maison ou qu'on ne sait pas s'en servir, il est très 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 pénalisé. Voilà. Donc il y a une fracture qui s'aggrave et je pense dont on n'a pas vraiment conscience de ça. On le mesure pas. J'ai justement appris à la Social Good Week que 6 millions de personnes en France sont exclues du numérique et de ces opportunités, donc, et pas seulement les personnes âgées comme on pourrait le croire, puisqu'il y a 2 millions de jeunes qui sont hors circuit. Bien sûr, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le numérique, à un moment, n'est qu'un outil, c'est-à-dire qu'il permet effectivement de dématérialiser énormément de choses, d'accélérer énormément de choses, mais il n'est efficace que si on sait s'en servir. Alors, il y a d'une part ceux qui n'y ont pas accès, et puis il y a surtout ceux qui ne comprennent pas l'outil. Et ceux-là, ils sont, à mon avis, encore plus nombreux. C'est-à-dire que nous, c'est ce qu'on voit sur Hello Asso, par exemple, où on a énormément d'associations qui utilisent l'outil. Et on en a aussi énormément qui s'inscrivent et puis qui ensuite ne savent pas s'en servir. Et donc il y a un vrai besoin, à mon sens, d'accompagnement de l'ensemble des acteurs qui ont ou qui n'ont pas accès pour leur apprendre à se servir de ces outils. Et c'est d'autant plus important à un moment où on est dans un monde où justement une grande partie des services publics se dématérialisent et où du coup les acteurs peuvent être très très vite exclus si on ne les accompagne pas. Oui, on y reviendra, mais c'est pour ça que vous avez lancé la Hello School, Hello Asso Academy. On y reviendra un petit peu plus tard. Est-ce que c'est le rôle d'une association comme le Secours catholique Caritas France d'accompagner les laissés pour compte du numérique? Et comment le faire après? Comment le faire? Oui, bien sûr, parce que nous, une de nos missions, mais une mission importante, c'est l'accès aux droits. Pour les personnes qui sont en très grande difficulté, l'accès au RSA, l'accès à une allocation vieillesse, l'accès à la CMU, etc. Et on s'aperçoit qu'en France, il y a beaucoup de droits et on peut s'en réjouir, mais il y a grosso modo un tiers des personnes qui n'accèdent pas à leurs droits et qui donc, par exemple, sont sans aucune ressource, alors qu'ils sont français, sur le territoire français depuis des années, etc. Donc ce problème d'accès aux droits nous préoccupe, et ça passe notamment, très souvent, par l'accès au numérique. Parce qu'on n'a pas bien répondu à la relance, parce qu'on n'a pas cliqué au bon endroit pour réactiver le dossier, parce que la demande de logement HLM, voilà, il faut la réactiver régulièrement. Donc on reçoit un courrier et il faut faire quelques manipulations pour réactiver les demandes. Donc on tombe dans l'oubli, on tombe dans la trappe et après c'est extrêmement compliqué de s'en sortir. Donc partout, ou quasiment partout, dans nos lieux d'accueil, on a quelques postes d'ordinateur et puis des gens qui savent s'en servir pour aider les gens. J'étais l'autre jour dans un accueil de jour à la gare d'Austerlitz avec des gens de la rue. Il y a 3 ou 4 postes informatiques pour que les gens s'en servent eux-mêmes, pour ceux qui savent s'en servir, parce qu'il y a des gens à la rue qui savent très très bien s'en servir, et puis pour ceux qui ont besoin de soutien, puissent, avec l'aide de quelqu'un, faire leur dossier, accéder à leurs droits. Moi, je voudrais juste pointer une autre fracture que j'observe. Donc il y a effectivement ceux qui n'ont pas encore accès au numérique, et puis ceux qui sont dotés de capacités numériques, on va dire. Mais je trouve qu'il y a une autre fracture qui est que parmi ceux qui sont dans le numérique, et là je parle de cadres supérieurs, de grandes entreprises, il y a une injonction aujourd'hui à être agile et créatif qui met les gens en souffrance, quoi. C'est-à-dire que même ceux qui sont en capacité numérique, on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout protégés, ils sont pas du tout... pourquoi? Parce qu'on leur redemande des compétences, des qualités dont ils ne comprennent même pas forcément le sens. Moi, je le dis, je suis le premier à ne pas les comprendre. Créatif, je sais pas, j'aimerais bien comprendre ce qu'on veut dire quand on dit qu'il faut être créatif avec le numérique, enfin, qu'il faut être créatif dans l'entreprise, quoi. Qu'est-ce qu'on met concrètement derrière ça? Si c'est juste être plus compétitif, vous voyez ce que je veux dire? Alors, voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il y a une raison à ça, c'est que tout simplement, d'où vient le numérique? Il vient de la Silicon Valley, et la Silicon Valley est un endroit hyper libéral, donc le fait qu'on ait ces logiques hyper compétitives, hyper violentes finalement, qui font des injonctions à être très efficaces, ça vient simplement du fait que le numérique est porté aujourd'hui politiquement plus par la Silicon Valley que par les gouvernements. Et du coup, je pense qu'effectivement, et c'est aussi pour ça que ces sujets autour de la fracture numérique et du social good sont importants, c'est que tant que c'est la Silicon Valley qui donne le là de ce qui est important sur le numérique, ça ne changera pas et on aura toujours ces injonctions.
Le politique, je voulais oui. revenir Oui, un tout oui. petit peu là sur l'accès au numérique pour les personnes pauvres. Il y a quelque chose qui est expérimenté actuellement en France et qui pourrait être assez facilitateur, c'est ce que les services publics appellent un coffre-fort numérique. C'est-à-dire que pour les personnes pauvres, à chaque fois qu'elles viennent dans une administration, elles doivent reproduire les mêmes dossiers. Alors, entre-temps, elles les ont plus ou moins perdus, ou c'est plus d'actualité, etc. Et si on avait soit stocké sur un endroit le dossier de la personne complet, ou si elle avait une petite clé USB avec tous ces éléments, qu'elle ne soit pas obligée de répéter à chaque assistante sociale, à chaque administration, je pense que ça faciliterait la vie. Alors, il faut surmonter quelques obstacles. Il faudrait que les administrations se parlent, ce qui n'est pas du tout le cas. Hein. La CAF ne parle pas à l'assurance maladie, qui ne parle pas au centre communal d'action sociale, qui ne parle pas au service de l'État. Bon, voilà. Donc il faudrait que tout le monde se parle et communique, mais ça pourrait être une piste quand même intéressante, ce coffre-fort numérique, et pour faciliter encore une fois l'accès aux droits. Qui a été mis en place à Nantes, par exemple. Voilà, il y a 2 ou 3 départements qui expérimentent, et donc on regarde ça avec attention, parce que voilà, ça va pas tout simplifier, mais ça peut être efficace quand même. Et dans la même veine, d'ailleurs, il y a également le projet France Connect qui fait de plus en plus de bruit, qui a vocation à permettre à n'importe quel Français de se connecter à l'ensemble de ces services publics avec un seul identifiant. On n'y est pas encore, mais c'est la vision. Le retour du politique là-dessus, sur cette solidarité numérique, sur cette vision un peu nouvelle et un peu dérangeante sans doute pour eux, de leur dire oh, attention, le numérique, ce n'est pas la solution. Et là, je reprends Evgeny Morozov que Ismaël m'a fait découvrir. Merci, parce que vraiment, ça permet de remettre un petit peu en perspective les choses. C'est quoi leur retour aux politiques ? Quand une grande association comme la vôtre les interpelle en leur disant il faudrait peut-être se préoccuper des plus faibles, des délaissés pour compte numérique, ils répondent quoi? Alors je ne sais pas s'ils sont très branchés numériques, les politiques, malheureusement. Et puis voilà, ils sont disqualifiés sur beaucoup de choses. Moi, la première chose que j'attends d'eux en ce moment précis, c'est d'avoir un discours responsable et positif sur les personnes en pauvreté, sur les migrants, etc. Parce qu'actuellement, ils en rajoutent beaucoup sur les pauvres sont des feignants, les migrants vont nous prendre notre travail, les chômeurs sont des profiteurs, etc. Il y a un discours ambiant qui est extrêmement nocif, nauséabond, qui vient de la société civile, parce que la société civile se lâche, mais qui est repris par certains politiques qui se croient autorisés à dire... Une partie de la société civile. Une partie de la société civile, une partie de la classe politique. Voilà. Mais ça fait un petit peu de bruit actuellement, je trouve, ça fait beaucoup trop de bruit à mon sens, parce que les politiques se croient autorisés à se lâcher un peu, parce qu'ils savent que leurs électeurs se lâchent, et réciproquement. Voilà. Donc moi j'attends actuellement des politiques, et notamment là, dans cette marche que l'on va avoir vers la présidentielle, qui est dans un an, des paroles fortes sur l'unité de la nation, et sur le fait que certaines personnes, à un moment de leur vie, ont besoin d'aide parce qu'ils sont très âgés, parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont au chômage. Mais ce n'est pas une honte. Voilà. Et ça ne ruine pas la société française. C'est faux, tout ça. Voilà. Donc moi, je les attends surtout sur ce discours très fort. Oui, un petit peu plus de sérénité, quoi. Toi qui les fréquentes aussi assidûment, quel regard? Alors, moi, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit, et je pense effectivement que c'est extrêmement important en ce moment, ce discours d'unité. Ce que je rajouterais également, c'est que on attend, en tout cas moi j'attends les politiques sur toute cette idée de transition numérique, mais on est là face à un paradoxe assez fort, qui est que en fait, le gouvernement lui-même a un problème qui est qu'il faut qu'il fasse sa transition numérique qu'il n'a pas encore fait. Et du coup, tout ce qu'on leur dit, à mon sens, ils l'entendent, ils voient bien que c'est un peu le sens de l'histoire, toute cette logique de dynamique participative, mais pour l'instant, ils ne savent simplement pas comment le faire. Et c'est encore plus compliqué, j'ai envie de dire, pour eux, quand on est au sommet de la pyramide, d'essayer d'appliquer ces dynamiques participatives. Donc je pense que ça va prendre encore du temps. Oui, parce qu'en réalité, on dit toujours le politique, mais derrière, il y a aussi une administration qui est l'appareil, si je puis dire, qui permet aux politiques d'exercer sa politique, sauf que l'administration elle-même, on voit bien qu'elle est tellement encore en silo, vertical, et avec des schémas de pensée qui sont ceux du XXe siècle, que le politique, même quand il essaye d'innover, je ne dis pas que je partage complètement ton point de vue, mais même quand il essaye d'innover, ce n'est pas toujours très simple non plus. Puis je crois qu'il faut distinguer aussi le politique, c'est une masse informe,
le national, qui est un peu plus empêtré, un peu plus raide, et qui n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, du local. Et là, au local, moi j'ai été élu local pendant quelques années. Au local, quand même, il y a des expérimentations, il y a des choses qui fonctionnent. Il y a maintenant traditionnellement le conseil municipal sur le net que beaucoup de gens regardent en direct. Budget participatif. Voilà. Là, ça évolue, ça bouge beaucoup au niveau local. Et là, il y a de vraies audaces. Il y a des élus locaux qui sont... Mais bon, ça reste l'expérimentation locale. Oui, et ce qui est assez troublant, pardon Éloi, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ça, il y a beaucoup d'expérimentation locale, mais la force du numérique, généralement, c'est de réussir à passer à l'échelle et à faire quelque part la même chose partout, mais aussi de gagner en efficacité grâce à ça. Et cette étape-là, pour l'instant, elle n'a pas été franchie en politique. En tout cas, je peux témoigner du fait, pour être à Issy-les-Moulineaux depuis 15 ans, que cette ville a innové dans un certain nombre de secteurs, notamment le budget participatif. Ça doit faire au moins 10 ans qu'il existe à Issy-les-Moulineaux par quartier. Le Cube, il y a 15 ans, je ne sais pas si... je veux dire, c'était juste un ovni sur la scène culturelle française, et cette ville a eu l'audace d'investir sur un lieu comme ça. Et je constate simplement qu'aujourd'hui, Issy-les-Moulineaux est quand même très regardé. On a des délégations françaises ou étrangères tous les jours, et qui viennent observer tous ces endroits. Donc ça va commencer à polliniser. Enfin, je veux dire, on voit que les endroits qui ont pris un peu d'avance commencent à polliniser quand même, quoi. Ça pollinise, c'est vrai, mais on a quand même l'impression qu'à un moment, il faut juste le plan du très haut débit dont vous faites mention dans votre tribune. 20 milliards d'euros, c'est pas le local qui les met, c'est forcément le national. Et là, si on a besoin d'un plan usage, qui est une bonne idée, qui viendrait compléter le plan très haut débit, là, il faut mettre beaucoup d'argent, et ce beaucoup d'argent, il est forcément pris quelque part. Est-ce qu'il faut vraiment mettre beaucoup d'argent sur le plan usage? Enfin, il en faut certainement un peu, mais... Alors, je pense que c'est pas qu'une question d'argent, parce que précisément, à mon sens, dans la dynamique participative, il y a une notion d'inclusion de l'ensemble des acteurs pour les faire participer. C'est-à-dire que, évidemment, il y a besoin d'une enveloppe budgétaire, mais il y a surtout besoin d'un collectif. Et c'est ce collectif aujourd'hui qui n'existe pas. C'est-à-dire que chacun fait ses initiatives dans son coin. C'est d'ailleurs ce qui est à saluer dans la tribune, c'est qu'il y a une tentative de faire quelque chose d'un peu groupé, mais on reste aujourd'hui du coup sur quelque chose qui ne va pas se solder par un gros chèque, parce qu'à un moment, vous avez des acteurs associatifs qui ont cette connaissance territoriale, et il y a aussi d'autres acteurs associatifs ou non qui ont cette connaissance numérique, et il faut réussir à les mettre ensemble pour transférer cette compétence à grande échelle. Et d'ailleurs, c'est là où tu dis un truc absolument juste, c'est qu'il faudrait que les acteurs associatifs puissent accéder à des formes de soutien qu'ont les entreprises innovantes, et les acteurs associatifs sont très souvent innovants, et alors ils n'ont pas accès à... Exactement, je pense que là-dessus la France a vraiment, et là pour le coup il y a un rôle politique à mon sens, la France a loupé un virage qui est que tout l'écosystème de start-up et d'innovation en France est construit sur un modèle entrepreneurial. C'est-à-dire que vous avez énormément d'acteurs, de pépinières, de statuts de jeunes entreprises innovantes, d'aides de la BPI, etc., qui sont fléchés vers des start-up et vers des entreprises innovantes, ce qui est très bien, et ce qui produit d'ailleurs des succès mondiaux comme Dailymotion, Criteo ou Blablacar, donc ça marche, mais le drame c'est que l'ensemble des acteurs associatifs sont exclus de cet écosystème. Et du coup, on a, à mon sens, un secteur associatif qui pourrait être beaucoup plus innovant qu'il ne l'est aujourd'hui s'il était inclus dans ce qu'on appelle basiquement la French Tech, et qui quand même arrive à produire des choses très très belles. Donc il suffit de rentrer le secteur associatif dans la French Tech, ne serait-ce que statutairement, et on va avoir une accélération très très forte. Je voudrais qu'on parle association, je voudrais qu'on parle bénévolat, don de soi, mais je voudrais d'abord qu'on fasse un petit détour par Internet, par nos amis qui sont derrière ce que nous on appelle le petit écran, mais pour eux il est comme ils veulent. Alors j'en profite pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Ismaël. Sur les réseaux, on avait beaucoup vu cet appel que tu avais lancé pour que les associations rentrent dans la French Tech. Où est-ce que tu en es ? Alors ça avance doucement. Alors, avant de créer un statut d'association innovante, je pense qu'on en est très très loin. En revanche, il y a de plus en plus d'aides de la BPI qui sont ouvertes aux associations, et donc il ne faut pas hésiter, notamment sur le concours d'innovation, il est aujourd'hui ouvert aux associations avec des enveloppes assez conséquentes. Donc les jeunes associations innovantes qui ont cette culture digitale peuvent être soutenues. Il faut juste taper à la bonne porte, et il n'y en a pas beaucoup, mais il commence à y en avoir. Donc ça progresse lentement, mais sûrement. Merci. Je voulais aussi faire une petite parenthèse à propos du Digital Society Forum, puisqu'on évoquait les difficultés administratives
de la fracture numérique. Et Niels évoquait également les difficultés qu'on rencontre tous avec le numérique, qu'on soit cadre, ouvrier ou autre. Le Digital Society Forum, il essaye justement d'apporter des clés de compréhension de ce monde en allant aborder des questions sur notre pratique des réseaux sociaux, notre pratique du numérique en famille, notre difficulté au niveau de l'attention, par exemple, qui est un sujet très important, où on est bombardé d'informations, de sollicitations, etc. Donc voilà, je vous invite à consulter les pages du Digital Society Forum pour y voir plus clair là-dessus. Et je finirai par une question à propos des réfugiés. On a vu naître beaucoup d'applications pour venir en aide aux réfugiés. Est-ce que ces applications sont efficaces véritablement? Est-ce qu'elles sont duplicables? Et on va vers de nouveaux services depuis qu'elles sont arrivées? Alors, j'ai pas une connaissance personnelle et concrète là, de ces applications, mais j'en ai entendu parler. Mais le premier obstacle pour les gens, c'est d'aller recharger leur téléphone portable. Ça commence par ça. Et donc la grande difficulté qu'ils ont, c'est que voilà, l'outil existe, mais si personne ne leur ouvre la porte, et on voit aussi, ça c'est dans des choses que je trouve merveilleuses actuellement, une solidarité incroyable de gens comme vous et moi qui ouvrent leurs portes, alors non seulement pour charger les portables, non seulement pour donner de l'eau, mais quelquefois aussi pour accueillir les gens chez eux, quoi. Oui, c'est un bien nécessaire maintenant. Mais absolument, oui, ça fait partie des biens de première nécessité. Mais quand on n'a pas de lieu où recharger, c'est vraiment extrêmement dangereux. Bénédicte Magnier nous dirait certainement que la solution viendra de l'Afrique, puisque c'est ce problème-là. Il y a un vrai problème aujourd'hui d'électricité pour recharger les portables, et qu'il y a plein de gens qui travaillent sur des solutions solaires, etc. Pour rebondir sur l'entreprise sociale ou l'association, quand un peu d'autopromo, quand Jérémy Rifkin était venu au Rendez-vous du Futur, il avait dit il faut que la révolution sociale commence en France, parce qu'il y a un environnement, un contexte absolument incroyable avec les associations depuis un siècle, avec les coopératives, les mutuelles, etc. etc. Cécile Renoir, qui est venue récemment à un Rendez-vous du Futur également, disait pour que ça arrive, il faut aussi agir sur les objectifs de l'entreprise. Il faut que structurellement, juridiquement, on inscrive dans la mission de l'entreprise un caractère d'intérêt général. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je connais mieux le monde associatif. Et ce qui me désespère un petit peu, c'est qu'effectivement, le terrain fourmille d'initiatives, de créativité, d'inventivité, de générosité aussi, mais qu'après, il y a une espèce de plafond de verre qui fait que justement, ça ne remonte pas vers le national, effectivement. C'est quoi le plafond de verre alors, justement? C'est quoi les freins? Qu'est-ce qui empêche? Je pense déjà que le fait qu'on soit dans un pays beaucoup trop centralisé, où systématiquement tous les idées et l'argent et tout doit venir d'en haut, on attend toujours d'en haut, bloque toute initiative. Je prends l'exemple à Bordeaux d'une classe dans un collège expérimental absolument extraordinaire, dans un quartier plutôt défavorisé. C'est expérimental depuis 20 ans. Tout le monde a reconnu que c'était formidable, que la pédagogie appliquée, etc., était formidable, mais ça reste expérimental. Et l'éducation nationale, en haut, s'en fout complètement, quoi. Rien n'a été appliqué. Donc c'est ça qui aussi use l'énergie des dirigeants associatifs, c'est de voir qu'ils n'arrivent pas à essaimer, ils n'arrivent pas à être entendus, aidés, soutenus par des programmes qui leur permettraient de se développer, d'essaimer dans d'autres régions, etc. Et effectivement, je pense que la clé le plafond, à mon sens, tel que je le vois également, c'est vraiment cette logique d'essaimage. C'est que des projets qui arrivent à démontrer leur impact à l'échelle locale, il y en a des milliers, des dizaines de milliers même. Et puis ensuite, quand il s'agit d'essaimer sur l'ensemble du territoire, là, ça se complique un petit peu. Et c'est là où je pense qu'une vertu d'essayer de mixer cette culture numérique et cette culture associative serait extrêmement intéressante, parce que précisément, s'il y a bien un acteur qui sait essaimer rapidement sur l'ensemble du territoire, c'est le numérique, c'est les startups. Et donc d'essayer d'inculquer cette culture d'innovation et d'essaimage aux associations, je pense que ça serait extrêmement fertile.
Pourquoi ? Parce que simplement, l'essaimage, c'est pas juste une idée, c'est une méthode avant tout. Et que moi, ce que je vois de ma petite lorgnette, évidemment, c'est que l'ensemble des startups apprennent cette logique d'essaimage. Et c'est vraiment ce qu'ils font dans les 3 premières années de création d'une startup, on apprend à essaimer. Et aujourd'hui, cet apprentissage de l'essaimage dans les associations, il existe beaucoup moins, il est beaucoup moins prégnant. Et c'est ça qu'il faut réussir à leur transmettre. Donc c'est pas qu'une question d'argent, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment pour moi une question de culture et de faire percoler cette culture de la viralité et de l'essaimage dans le secteur associatif pour les aider à passer à l'échelle. Oui, moi je trouverais formidable d'avoir cette perspective. Je me demandais simplement comment on peut faire, parce qu'effectivement, les associations... C'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Je connais bien les associations, elles font un truc formidable, elles se disent c'est génial. Et souvent, c'est par un réseau ou par des médias qu'on leur propose d'essaimer, mais elles n'en voient pas forcément même l'intérêt, quoi. Et donc, c'est là où le politique doit jouer le rôle de relais, justement. Oui. Peut-être que là, on peut replacer du politique, quand même. C'est là où le politique a son rôle écosystémique. C'est qu'à un moment, cette rencontre, elle ne se créera pas sans le politique qui va favoriser cette rencontre. C'est un peu toujours le même exemple sur la sécurité sociale, qui était à un moment une initiative privée. Et puis, à un moment, a été passé à l'échelle. Je pense que ce passage à l'échelle des initiatives associatives, il ne peut pas se faire sans le politique. Est-ce qu'il n'existerait pas un échelon européen qui permettrait d'avoir une vision autour des associations et qui permettrait de fluidifier justement tout cela ? Est-ce qu'il existe déjà ou est-ce que... Alors pour le coup, effectivement, le statut par exemple de jeune entreprise innovante est au niveau européen, donc il y aurait potentiellement une réflexion à avoir de voir si cette logique d'association innovante pourrait être passée par l'échelon européen, mais je pense que déjà le faire au niveau national, ça serait bien, donc, avant d'aller voir en Europe. Et si je pousse un peu la caricature, est-ce que du coup, c'est pas l'entreprise demain qui va... Parce que je t'écoute, tu dis finalement c'est plus la start-up aujourd'hui qui est en mesure d'essaimer, de faire le boulot. Bon, si je vais jusqu'au bout, est-ce que c'est pas Google ou je sais pas qui demain qui va arriver avec des solutions sociales ? C'est ce qui est en train de se passer. Avec la fondation Google. Je trouve ça quand même extrêmement dangereux que justement les associations n'arrivent pas à se saisir de ce modèle-là. Et c'est précisément d'ailleurs pour ça qu'on a fait la Social Good Week. C'est parce que si les associations ne se saisissent pas de ce modèle et se font entre guillemets cannibaliser par les acteurs start-up, on va vers une société dans laquelle moi j'ai pas envie de vivre. Oui, je crois que ça peut être un petit peu dangereux. Et bon, quand on regarde l'économie collaborative et des mouvements comme celui de Uber, on se dit au départ c'est génial, on collabore, etc. Et puis après, je sais pas, j'ai entendu qu'ils allaient placer de l'argent dans les paradis fiscaux. Alors vrai ou pas vrai, Et donc là, dès qu'ils arrivent à être cotés en bourse, ils sont sous le règne d'exigences financières et plus du tout humanistes. Et donc là, on est dans des risques de dérive. Donc moi, je me méfierais aussi d'une grande entreprise. Autant des entreprises locales peuvent... Souvent, d'ailleurs, les petites entreprises, les PME locales, ont un esprit qui est proche de celui de l'association. C'est familial, tout le monde se connaît, c'est au niveau du territoire, voilà. Après, dès qu'on arrive sur des modèles économiques qui sont européens, voire mondialisés, je pense qu'il y a des risques de dérive. Voilà. Oui, c'est la plateformisation, quoi. C'est-à-dire qu'on voit que les investissements, aujourd'hui, c'est ces grandes entreprises qui les ont. C'est eux qui impulsent. Et on voit dans le domaine de la santé, par exemple, la médecine du futur, ça se joue pas dans les organismes de santé institutionnels en France. Ça se joue chez Google, chez Apple, etc. Et le Google Impact Challenge, par exemple, qui a eu lieu en octobre dernier, c'est un petit peu ça. Google arrive et eux, ils ne donnent pas 20 000 euros pour essayer doucement de passer à l'échelle. Ils donnent 500 000 euros d'un coup. Et ça permet à une start-up innovante dans le monde de la santé ou dans le monde de la solidarité, en l'occurrence, de vraiment passer à l'échelle. Exactement. Moi, j'ai rien contre la notion de plateformisation, c'est-à-dire que le sujet, par exemple, si on prend l'exemple de Wikipédia, c'est une plateforme mondiale et c'est les leaders. Par contre, c'est une association et donc ils ont une garantie quelque part de bien commun et d'intérêt général. Je pense que sur Internet, on ne pourra pas éviter cette logique de plateformisation. On le voit bien, c'est un monde monopolistique. Par contre, le fait que les acteurs qui prennent ce monopole soient quasiment exclusivement des entreprises, c'est dangereux. Et si on regarde d'ailleurs un petit peu en arrière avant Internet, les acteurs de plateforme, il y en a plein. Les opérateurs téléphoniques, les opérateurs énergétiques sont des acteurs de plateforme, mais
étaient et sont toujours détenus par l'État. Ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est que sur Internet, les plateformes monopolistiques ne sont plus détenues par les États. Et là, il y a un risque de dérive important. Et c'est ce que dit Cécile Renoir quand elle dit l'entreprise se mêle de plus en plus de politique, hein, quand Google vient sur la santé ou des choses comme ça, eh ben, il faut que la politique se mêle plus de l'entreprise, qu'elle rentre dans la politique, et donc effectivement en allant plus vers des logiques d'intérêt, de mettre au cœur des objectifs de l'entreprise la notion d'intérêt général. Quoi. Et oui, il y a une question aussi, je vais me décaler un tout petit peu pour avoir aussi une réflexion éthique. Moi, quand j'entends que Google ou Apple, ou les deux, je ne sais plus, proposent à leurs salariés de congeler des ovocytes pour être bien productifs de 25 à 40 ans, retarder leur maternité et faire ça voilà, quand l'entreprise n'aura plus besoin d'elles, je suis désolée, c'est un manque de respect de la femme et de la condition humaine, et en particulier de la condition féminine, qui montre que on ne partage pas les mêmes valeurs. Donc je pense qu'il y a des signes comme ça qui doivent nous montrer qu'il n'y a pas de cohérence en fait. Hein. Et donc ça, je pense que on est en recherche. Hein, ces jeunes qui sont dans la nuit debout, ils sont en recherche de cette cohérence justement. Je fais ce que je fais ce que je dis et je dis ce que je fais, et j'ai pas des arrière-pensées et des choses qui, sous couvert voilà, d'aider les femmes et de libérer les femmes, en fait, asservissent les femmes. Je suis désolée. Juste une question concernant les plateformes collaboratives. Chez Hello Asso, vous avez un business model qui est basé sur le don. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'aimer auprès des plateformes ou... Effectivement, je pense qu'une des réponses pourrait venir de là, c'est ce qu'on croit en tout cas chez Hello Asso, c'est que globalement, aujourd'hui, on a toute une nouvelle veine de start-up de l'économie collaborative qui prônent des nouvelles valeurs, comme le font Blablacar ou Uber, mais qui derrière ont un business model relativement cannibale. Une façon d'inverser ça, et c'est ce qu'a réussi brillamment à faire Wikipédia d'ailleurs, c'est de proposer face à ces startups des modèles plus participatifs et avec un business model qui, au cœur, replace justement cette notion d'humain et de participation. C'est ce qu'on a fait chez Hello Asso, où on propose à chaque fois qu'une personne contribue à une association chez nous, on garantit que 100% de la contribution est reversée à l'association, et on propose à l'internaute de laisser un pourboire volontaire et optionnel à Hello Asso. En réalité, toutes les plateformes d'économie collaborative pourraient faire ça. Uber pourrait faire ça, Blablacar pourrait faire ça. Simplement, ils ne le font pas précisément parce qu'à un moment, il y a la notion de capitalisme qui rentre en compte. Et c'est là où le véhicule associatif permet ça. Et du coup, il faut réussir à trouver un moyen de créer les Wikipédia de demain qui, aujourd'hui, ne sont pas légion, hein, malheureusement. Et je pense que la France a le terreau pour faire ça, mais il manque cette union entre numérique et association. Elle a le terreau pour faire ça, et peut-être qu'elle trouvera un public qui appréciera justement cette forme d'éthique dans les plateformes et qui pourra se détourner d'Uber pour aller chercher d'autres plateformes. Alors effectivement, après, il y a un sujet de communication, mais effectivement, c'est un avantage concurrentiel, entre guillemets, extrêmement fort. Nous, c'est ce qu'on voit chez Hello Asso. Aujourd'hui, on a 80% on a 1500 associations qui s'inscrivent chaque mois. 80% viennent par bouche à oreille, donc on ne dépense pas un centime de marketing. Et c'est ça la force des modèles associatifs, c'est précisément ce bouche à oreille. Et donc, le web devrait être un espace où le secteur associatif est roi, précisément parce que ce secteur se base sur le bouche à oreille. Hormis qu'il faut, pour que ça arrive, en comprendre les logiques, et c'est là où la notion de culture numérique doit percoler dans le secteur associatif pour que celui-ci prenne toute sa dimension sur le web. Et on touche aussi aux valeurs de la confiance qui sont fondamentales aujourd'hui dans le monde des plateformes de web, quoi. Mais qui, pour le coup, ont été un peu récupérés parce que, justement, à partir du moment où on est une plateforme monopolistique, on arrive à créer la confiance, peu importe le statut. Et donc, c'est là où il y a quand même une question de pas trop traîner, parce que dans 10 ans, toutes les places seront prises, entre guillemets, et je pense que plus le temps passe, plus ça sera compliqué pour des acteurs associatifs de se faire une place sur le web. Je voudrais aborder un point, il nous reste quelques minutes, un point sur le bénévolat. J'ai cru entendre, j'ai cru voir des débats, des déclarations autour de... En gros, il fallait rémunérer le bénévolat, donc là, j'ai plus bien compris. Mais il fallait essayer de rémunérer le don de soi, il fallait inciter les gens à donner du temps, et ce temps-là, il fallait bien lui trouver une valeur. Est-ce que le bénévolat a encore de beaux jours devant lui ? Est-ce qu'il faut le renforcer ? Comment renforcer cette culture du don ?
Alors oui, nous, on a une belle expérience dans le bénévolat, puisqu'on doit être la première association en France avec 68 000 bénévoles ou quelque chose comme ça, et qui se renouvelle beaucoup. Et ce qu'on voit de plus en plus, et là je veux dire, on surfe sur la vague, c'est de plus en plus de jeunes qui veulent s'engager. Voilà. Et paradoxalement, un peu moins de retraités, entre guillemets, qui étaient notre cœur de cible auparavant. Mais les retraités, maintenant, d'une part, ils sont un peu épuisés, donc ils veulent profiter de la vie, ils doivent s'occuper des petits-enfants, ils doivent s'occuper de leurs parents âgés, ils sont un peu la génération qui porte tout sur les épaules. Donc, ils sont toujours présents, mais pas forcément en prise de responsabilité. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, du coup. Ils se transforment en mentors. Voilà, ils accompagnent, ils jouent un rôle très très important de transmission. Justement, vous parliez tout à l'heure de la transmission des savoirs et de la transmission aux enfants et aux petits-enfants. C'est très très important. Oui. Et puis de soutien des personnes âgées, voire très très âgées. Voilà. Mais on a de plus en plus de jeunes qui s'engagent. Mais c'est un bénévolat extrêmement différent, effectivement. Oui. C'est plus court, c'est plus ponctuel, il faut que ce soit événementiel. Voilà, c'est pas basé sur une démarche politique. C'est plutôt un coup de cœur, c'est plutôt quelque chose qu'ils ont vu justement sur Internet. C'est plutôt un petit groupe de quartier qui se fait un petit tweet ou voilà un petit échange Internet. Et allez hop, on fait une maraude dans notre quartier maintenant tous les dimanches soirs ensemble. Voilà. Donc il y a beaucoup de générosité, beaucoup de réactivité. Et nous, notre rôle un peu de vieille association, parce qu'on fête nos 70 ans cette année, donc on est des grands-mères d'âge respectable, eh bien justement, c'est peut-être justement d'aider cette petite générosité ponctuelle, éphémère, à s'enraciner davantage, à permettre aux jeunes de faire des choix de vie aussi, parce qu'il est à un âge où il est en train de faire ses études, de choisir un métier, etc., d'essayer d'organiser, de soutenir, mais laisser les jeunes entrer, sortir, parce que ça, de toute façon, il faut renoncer au bénévole qui fait toute sa carrière, si je puis dire. Oui, au sein de la même association, ça c'est fini. Mais on est vraiment étonné du dynamisme du bénévolat. Le bénévolat n'est pas mort, loin de là, et le bénévolat, évidemment, sans aucune contrepartie, dans la gratuité, parce qu'encore une fois, les gens ont envie de poser ce geste gratuit. Il n'y a plus rien de gratuit dans la vie. Et cette gratuité, elle est très importante, il faut la préserver. Oui, juste sur effectivement la retraite, enfin, les gens qui sont à la retraite, je crois que c'est 25 ans à peu près la durée de vie aujourd'hui de la retraite. C'est énorme et la société n'a pas du tout pensé ce temps-là, pas encore. Et je signale par exemple qu'au Cube, on a un programme qui s'appelle Génération Connectée qui fonctionne depuis une dizaine d'années. Où les personnes âgées et les tout petits travaillent ensemble sur des ateliers. Alors là, on a des phénomènes qui sont juste géniaux de reverse mentoring, comme on dit, où sont les enfants qui apprennent le numérique aux plus grands, et à l'inverse, donc les personnes âgées qui ont tout un bagage, un savoir, une expérience de vie, et donc c'est juste génial, quoi. Mais là encore, c'est des choses qui doivent être organisées, ça ne se décrète pas, quoi. Il faut des plateformes physiques pour que ces échanges existent. Oui, ça se fait beaucoup dans les quartiers, dans les maisons de retraite, dans les écoles maternelles, etc. Parce que ce qu'on sait aussi, c'est que pour bien vieillir, il faut rester connecté dans tous les sens du terme. Donc se mettre sur Internet, mais aussi garder des relations. Donc la vie associative est effectivement le lieu idéal pour rester jeune très 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 longtemps. Donc je vous rassure, on a encore quelques bénévoles d'un certain âge et qui ne veulent pas partir. Le bénévolat a une longue vie encore devant lui, Ismaël. Oui, moi je souhaitais revenir sur cette notion de dire un don est gratuit. Je pense que c'est ça la notion fondamentale. C'est qu'aujourd'hui, on a vu sur le domaine du crowdfunding que je pratique régulièrement, on a vu assister à tout un mouvement de ce qui s'est appelé le don contre don, où c'était je fais un don, mais je dois avoir quelque chose en échange de la part de l'association. Alors c'est un mouvement intéressant parce que ça permet de créer des communautés, mais c'est aussi un peu dangereux. C'est-à-dire que on l'a vu, il y a de plus en plus d'acteurs non associatifs qui du coup se lancent dans des collectes de dons. Alors vous avez une entreprise qui décide de lancer un projet et puis qui lance une grande collecte de dons. Ça a été le cas par exemple d'Oculus Rift. Ils ont collecté des millions d'euros sur Kickstarter de dons. Alors il y avait des contreparties, mais c'était quand même des dons. Et puis un jour, Oculus Rift a été revendu à Facebook. Et ce jour-là, tous les contributeurs ont dit « mais attendez, mon don, il est passé où ?» Donc vous avez ça pour les entreprises, vous avez ça pour les particuliers également. Et donc aujourd'hui, pour moi, il y a vraiment un message qui est brouillé avec cette logique de don contre don, où non, un don, il n'y a pas de contre-don, c'est le principe du don. Et je crois que les associations doivent affirmer fortement ce principe-là, qui est justement un principe de gratuité, parce que sinon, elles sont en train, encore une fois, de se faire cannibaliser par des logiques de start-up qui leur sont complètement défavorables.
Par les temps qui courent, est-ce que vous pensez, c'est une question très très ouverte comme d'habitude, mais est-ce que vous pensez, donc ce sont des temps qui sont souvent moroses, qui nous laissent pas forcément énormément d'espoir dans des temps différents, est-ce que la solidarité doit s'apprendre? Est-ce qu'on doit l'apprendre aux enfants? Est-ce qu'on apprend à des enfants à être solidaires, et comment on le fait? Et est-ce que c'est le rôle de la famille ou est-ce que c'est le rôle de l'école? Ah oui, ça s'apprend, ça c'est sûr, et c'est une de nos missions. Je vous parlais tout à l'heure de l'accès aux droits pour les personnes très pauvres, et une de nos missions fondamentales, donc depuis 70 ans, c'est justement l'éveil à la solidarité. Parce qu'on a la conviction que, en fait, tout homme porte en lui cette volonté de générosité, de partage, de don, et puis que c'est même vital. Si on ne donne pas, on se sent inutile, justement. Et justement, c'est le problème des gens très pauvres, d'ailleurs, c'est qu'ils se sentent inutiles, ils n'ont rien à donner. Et donc, ça s'éveille, évidemment, ça s'éveille. Et c'est pour ça qu'on accueille, nous, tous les bénévoles, quels qu'ils soient, quelle que soit leur motivation, parce qu'on se dit, bon, il y a quelque chose, au fond, qu'il faut cultiver. On va aussi beaucoup dans les écoles, pour rencontrer les jeunes. Là, on est en train de réfléchir à un programme un peu spécifique sur la question des migrants, parce que les enfants, ils entendent beaucoup de choses sur les migrants chez eux, et pas forcément de belles choses. Donc avec des communautés éducatives, les frères des écoles chrétiennes, peut-être les sœurs de l'Assomption, là, avec Cécile Renoir, qui est aussi religieuse enseignante, réfléchir à des programmes qui permettraient de toucher différentes classes d'âge et d'expliquer concrètement la migration, et de permettre aux jeunes, même à des enfants, de poser des petits gestes concrets. Voilà, parce que je crois que c'est vraiment très important, et nous, c'est notre mission. J'ai une question d'ailleurs que je poserai aux deux pour aller dans la suite de ce que vous dites. Est-ce que finalement ces qualités humaines qu'on entend de plus en plus, l'altruisme, l'empathie, la bienveillance, l'attention, etc., qui sont donc des qualités humaines, est-ce qu'elles ne vont pas devenir des compétences, c'est-à-dire une nécessité si on veut juste pouvoir vivre dans le monde à 9 milliards d'habitants, avec tous les problèmes écologiques, etc. Est-ce qu'on ne va pas passer d'une société où c'est vécu comme des qualités humaines, mais non, demain, ce sera des compétences. Si on les a pas, il y aura un problème, quoi. Oui, moi je pense que c'est dans cette voie-là qu'on va évoluer. D'ailleurs, pour faire le lien avec le bénévolat, il faut qu'une personne, quand elle exerce du bénévolat pendant un certain temps, elle puisse valider ou valoriser ces compétences-là. C'est-à-dire en prendre conscience. Ben, depuis que je suis bénévole, ça fait 6 mois que je suis bénévole, j'ai acquis telle et telle et telle compétence. Mais c'est essentiellement, effectivement, dans le relationnel. Donc c'est difficile à valoriser, à valider. Et parce que les gens qui viennent nous voir, qui frappent à la porte du Secours catholique, leur première demande, on a fait des statistiques sur 1,5 million de personnes, leur première demande, c'est parler, échanger. C'est pas du tout le colis ou l'aide, ou voilà, ça vient plutôt comme un prétexte, en fait. Je pousse la porte parce que je vais demander quelque chose, ça me donne une contenance, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de rentrer en relation, justement, d'écouter, d'être écouté, de voir si je peux être utile, si je peux apporter quelque chose, si je peux me rendre utile. Voilà. C'est exactement ça. C'est vraiment cette capacité à entrer en relation qui est déterminante. Mais c'est vrai que ça sera important d'arriver à peut-être le valoriser. Oui, est-ce qu'il est suffisamment, pour l'instant, valorisé dans un CV, par exemple? C'est toujours la petite ligne tout en bas. Il y a les hobbies, j'aime le sport, et puis oui, je participe aussi. Juste avant que tu répondes, il y a LinkedIn qui existe. Est-ce que finalement, l'évaluation, ce ne sera pas la recommandation? Puisqu'on sera dans des systèmes communautaires. Plus que ça, parce qu'il faut que la personne puisse prendre conscience, parce que le problème des personnes très fragiles, c'est qu'elles pensent qu'elles sont bonnes à rien, qu'elles n'ont rien à transmettre, rien à donner, etc. Donc, faire avec elles ce travail qui leur permettra de prendre conscience de leurs compétences, de leurs richesses, ça va leur donner une force incroyable. Alors, moi, je pense exactement l'inverse. C'est que pour l'instant, précisément, on va dans un monde qui est de moins en moins attentif à ces logiques humaines et généreuses. Pour s'en convaincre, il suffit juste de regarder les premières capitalisations boursières. Et c'est pas malheureusement des entreprises où le facteur humain est forcément le plus renforcé. C'est-à-dire que oui, c'est des entreprises qui font attention à l'homme, mais pour qu'il soit le plus efficace possible, et pas pour qu'il soit le plus généreux possible. Donc je pense qu'il ne faut pas se tromper, et qu'on disait bien juste avant que c'est une question d'éducation. Et c'est précisément pour ça que la logique d'essayer de faire en sorte d'éduquer un maximum de monde sur le sujet est extrêmement importante, parce que sinon on va vers un monde où
cette valeur-là sera de moins en moins importante pour l'ensemble de la société. D'où une transition fabuleuse sur la Hello Asso Academy. La Hello Asso Academy, ça vient d'être lancé, c'est bien ça. Le but, c'est une sorte de grand MOOC. Exactement, c'est un MOOC, donc MOOC pour Massive Online Open Courses. Donc c'est une formation en ligne à destination de l'ensemble des acteurs du territoire. On parle plutôt d'acteurs comme des maisons des associations, des MJC, des points de médiation numérique. Et ce qu'on cherche à faire, c'est à les éduquer, à leur permettre en tout cas de comprendre les logiques numériques et comment fonctionne Internet, comment est-ce qu'on lance un mouvement et comment est-ce qu'on collecte en ligne, parce qu'à la fin c'est notre métier. Et donc ce qu'on a fait, c'est une formation en ligne qui permet d'une part à l'ensemble de ces acteurs d'apprendre ça, donc à travers plusieurs sessions vidéo notamment, et puis ensuite de passer également un petit diplôme certifiant pour, s'ils ont bien fait leur devoir, entre guillemets, qu'ils puissent avoir cette reconnaissance et devenir des experts de la collecte en ligne et de pouvoir le revendiquer auprès de leur public. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est tout simplement parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a un peu plus de 15 000 associations qui utilisent Hello Asso, de plus en plus, et on voit bien que ce n'est pas Hello Asso qui va pouvoir accompagner l'ensemble de ces associations, parce que même si on a très envie de le faire, à un moment, rien ne remplace la rencontre physique. Et qui est-ce qui rencontre physiquement ces acteurs? Eh bien, ce sont précisément les acteurs du territoire, les points d'appui à la vie associative ou les lieux de médiation numérique. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est précisément, là encore, une logique d'essaimage, c'est à transférer cette expertise et cette compétence à l'ensemble de ces acteurs pour qu'ils puissent donner les bonnes clés aux associations qu'ils accompagnent. Véronique Fayet, 70 ans du Secours catholique Caritas France. 70 ans, c'est quand même un noble âge. Donc là, vous allez jalonner les semaines à venir de pas mal d'événements, me semble-t-il. Il y a des marches, il y a des concerts, il y a des... Voilà, on va essayer de se aussi tourner vers l'avenir, parce qu'en fait, si on regarde bien, être là depuis 70 ans, on ne devrait pas être fier, parce que ça veut dire qu'il y a toujours autant de pauvreté, même de plus en plus. Donc voilà, on n'a pas envie de commémorer, de faire des célébrations, on a envie de regarder l'avenir, et on a envie de faire des marches. Et justement, les marches, c'est pour embarquer tout le monde. La marche, il y a une belle symbolique dans la marche. Je vais vers les autres, je me déplace, je sors de mon confort, de mon train-train habituel, je marche au rythme de celui qui est le plus fatigué, voilà, je m'arrête avec lui, je lui porte son sac. Bon, voilà, il y a toute une symbolique de la marche que l'on développe. Et donc, partout en France, chaque équipe va organiser une petite ou une grande marche. Alors, à l'île de la Réunion, ils sont ambitieux, ils partent du Piton des Neiges. Et ils vont faire le tour de l'île, ça va être absolument fantastique. Il y a des choses plus modestes, il y en a qui partent sur le chemin de Saint-Jacques demain, voilà. Et l'idée, c'est toujours de rassembler, de faire rencontrer les gens, parce qu'il y aura beaucoup de gens, évidemment, en très grande précarité, beaucoup de migrants qui vont marcher avec nous. Et dans une marche, on parle avec son voisin, on s'entraide, donc ça fait tomber les peurs, voilà. Quand on marche une journée entière avec quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde, eh bien, on n'a plus le même regard. Donc voilà, faire tomber les peurs, faire des rencontres et puis marcher vers l'avenir. Vers un avenir qu'on espère meilleur, qu'on espère radieux. Je vous encourage à suivre le hashtag On n'a pas attendu. Alors d'ailleurs, c'est une communication assez... Nous qui baignons dans la sphère numérique, c'est une communication assez audacieuse, puisqu'on n'a pas attendu, on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour partager, pour créer du lien, pour se coopter, en gros, pour se recommander. Voilà, on compte sur vous pour relayer cette belle campagne là. On n'a pas attendu. Alors vous aurez des surprises dans les jours qui viennent, parce qu'on va utiliser des noms un peu connus. On leur a demandé s'ils étaient d'accord. Bon, il y en a un qui a fait la grimace hier, qui est pas drôle, qui a pas d'humour, et donc il nous a dit non. Moi, je vais pas citer le nom de l'entreprise, mais je pense qu'il y en a plein qui vont nous dire oui. Après, en off, il y en a plein qui vont dire oui, donc voilà. Et donc voilà, pour attirer l'attention et dire qu'on fait plein de belles choses depuis toujours et on va continuer à les faire. Promis, il n'y aura pas de off. Le off, on vous dira tout de toute manière. Nous sommes en direct. Merci beaucoup Véronique Fayet. Merci à vous. Merci beaucoup Ismaël Lemoel. Merci Nicolas. Merci Niels. Merci à vous. Cette émission est maintenant terminée. Merci à ceux qui l'ont préparée, aux équipes du Cube, de Triple C, de JD Carré. Merci à nos partenaires, oui, demain Socialterre et au Digital Society Forum. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain rendez-vous du futur. À tout de suite sur les réseaux. Merci.